Mais dans l'histoire, si vous allez voir vers l'histoire mathématique, on attribue à Héron d'Alexandrie. Maintenant, on sait bien, plus tard, on a appris que les Babyloniens ont essayé de résoudre, de trouver la racine carrée de A, autrement dit, de résoudre l'équation x au carré moins a est égal à 0. Et donc, ça remonte vraiment à très, très, très loin. Maintenant, je vais commencer par un exemple. Je crois que je vais mettre ce format présentation, diaporama, parce que vous allez mieux voir. Parce que j'ai peur que vous voyez mal. Donc voilà, on va commencer par un exemple. On va essayer de résoudre, par exemple, voilà, une équation, un polynôme de degré 5 du type 3x5 moins x3 plus 1 est égal à 0. Donc, on va essayer de trouver quelles sont les racines de cette équation. Pour trouver les racines de cette équation, on va essayer de l'étudier. Donc, pour l'étudier, bien sûr, on est obligé de passer à sa dérivée. En dérivant, qu'est-ce qu'on remarque? Que f' de x est égal à 15x puissance 4 moins 15x au carré. C'est-à-dire, est égal à 15x au carré multiplié par x au carré moins 1. Si on cherche les racines de f', on va trouver qu'on a 0, bien sûr, la racine 0 et les racines plus ou moins 1. Si on fait le tableau de variation, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction, elle est croissante entre moins l'infini et 3, décroissante entre 3 et 1, et moins 1 lorsqu'on arrive à 1, et ensuite croissante entre moins 1 et plus l'infini. Regardez, lorsqu'on regarde bien ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on regarde bien, on voit que notre fonction admet 3 racines. On voit bien que notre fonction admet 3 racines. Je sais que vous avez fait un raisonnement tout simple en regardant. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que là, la fonction, elle change de signe, n'est-ce pas? Elle vient de moins l'infini pour remonter vers 3. Et donc, forcément, elle va couper l'axe des x. Ensuite, vous avez dit, elle descend de 3 vers 1, elle est ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'elle reste toujours positive. Ensuite, vous avez dit que dans l'intervalle 0,1, elle va de 1 vers moins 1. Et donc, elle change de signe. Et du moment qu'elle est continue, elle va encore couper l'axe des x. Donc, elle va encore avoir une racine. Et enfin, en dernier, lorsque vous regardez l'intervalle 1 plus l'infini, vous allez dire qu'elle va de moins 1 vers plus l'infini. Et donc, forcément, elle va encore couper l'axe des x parce qu'elle va d'une valeur négative vers une valeur positive. Alors, au fait, qu'est-ce que vous avez étudié, qu'est-ce que vous avez utilisé pour voir s'il y a des racines? Vous avez utilisé 2 théorèmes que vous connaissez déjà. L'un, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, selon lequel toute fonction continue qui change de signe, elle est obligée de couper l'axe des x. Ça d'une part. D'une autre part, vous avez utilisé son dual. C'est-à-dire, si une fonction, elle est continue et monotone, et elle reste tout le temps positive ou tout le temps négatif, il n'y a pas de raison pour qu'elle coupe l'axe des x. Donc, au fait, pour localiser les racines, vous avez utilisé 2 concepts que vous connaissez déjà. Le concept du théorème des valeurs intermédiaires et son dual. Donc, vous avez en quelque sorte, rien qu'en regardant le tableau de variation, localisé les racines. Maintenant, à chaque fois qu'on a un problème du type f de x est égal à 0, la première des choses à faire, c'est de localiser les racines et les séparer. Qu'est-ce que ça veut dire les localiser? C'est-à-dire savoir où elles se trouvent. Le mieux serait de les emboîter, c'est-à-dire de les mettre dans des intervalles bornés et fermés, et de telle sorte à ce que ces intervalles-là soient disjoints. C'est-à-dire chaque racine doit être mise dans un intervalle qui ne contient qu'elle. Et de telle sorte à ce que l'intersection avec l'autre intervalle qui contient l'autre racine soit égale à l'ensemble vu. Donc, la première des choses à faire, c'est de séparer les racines. C'est la première des choses à faire dans le problème de la résolution de l'équation f de x est égal à 0. Donc, au fait, je récapitule.
Ce qu'on a essayé de faire, c'est de chercher à trouver si les racines. Allez-y. Vous voulez parler? Ah, c'est ça? Oui, allez-y. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? C'est bon, je peux continuer? Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Ah, d'accord, d'accord. Donc, ce qu'on va essayer de faire d'abord, c'est de chercher si les racines de f de x existent. Graphiquement, ça revient à dire, vous avez déjà fait ça en étudiant des fonctions, graphiquement, cela revient à dire qu'on va chercher les points d'intersection du graphe de f de x avec l'axe OX. Donc, pour cela, on a fait intervenir deux théorèmes qui est, le premier, c'est le théorème des valeurs intermédiaires et le deuxième, son dual. Je vous les rappelle rapidement parce que je sais que vous les connaissez. Soit f, une fonction continue sur AB, telle que f de A fois f de B inférieur à 0, il existe un alpha tel que f de alpha est égal à 0, c'est-à-dire que f va admettre une racine sur AB. De plus, si f est monotone, cette racine va être, si f est monotone sur AB, cette racine sera unique. Maintenant, le deuxième théorème, si son dual, c'est le raisonnement carrément dual. Si f est continu et monotone sur un intervalle AB, si f de A fois f de B est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'elle ne change pas de signe, alors f de x n'a pas de solution sur AB. Donc, grâce à ces deux théorèmes, on va essayer de séparer et d'emboîter. À chaque fois qu'on a un problème du type f de x égale à 0, on va essayer d'emboîter et de séparer les racines. Donc, on va dire que cette étape est une étape incontournable pour toute la suite. On va commencer par les méthodes de résolution. La première méthode de résolution qu'on va faire, c'est la méthode de dichotomie. Je vais vous expliquer c'est quoi la méthode de dichotomie. L'idée, vous allez voir, elle est très simple. Regardez, soit f, une fonction continue, soit f, une fonction continue sur un intervalle AB. De telle sorte est-ce que f de A fois f de B est inférieur à 0. Donc, on a une fonction qui est continue sur un intervalle. Il y a un changement de signe, d'accord? Il y a un changement de signe dans l'intervalle. Et on suppose aussi que la racine, elle est unique. C'est-à-dire qu'elle admet une unique racine x bar appartenant à l'intervalle AB. Donc, on suppose trois conditions. D'abord, que la fonction est continue sur l'intervalle AB. On suppose qu'il y a un changement de signe, c'est-à-dire f de A fois f de B est inférieur à 0. On suppose aussi qu'elle admet une racine unique x appartenant à AB. Je reprends ces conditions. Pourquoi? Parce que ce sont les conditions les plus importantes pour que je puisse appliquer la dichotomie. Je vais vous expliquer le principe. Le principe est le suivant. On commence d'abord par poser A0 est égal à A et B0 est égal à B. Donc, on fait une initialisation au problème. Donc, on a une fonction continue sur un intervalle, on sait qu'il y a un changement de signe et on sait qu'elle admet une racine. D'abord, avant de vous expliquer le principe, je vais vous expliquer l'idée générale. Donc, l'idée générale, c'est d'essayer de construire une suite qui est xn, on va la construire nous-mêmes, de telle sorte à ce qu'on soit sûr que cette suite va converger vers x bar. Pourquoi? Parce que notre objectif, ce n'est pas de trouver exactement x bar, ce qui est impossible. Parce que où x bar est quelque chose, est un entier rationnel, et là c'est facile, c'est moins 1, moins 2, moins 3 ou autre chose. Et on va la trouver rapidement. Sinon, c'est par exemple, moins 1,33367, 8, etc. Et dans ce cas-là, on ne pourra jamais la déterminer de manière exacte. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de l'approcher. On l'approche comment?
en construisant une suite réelle xn qui va converger vers x bar. Une suite réelle xn qui va converger vers x bar. Donc, comment créer cette suite? Les méthodes qu'on va étudier vont nous dire à chaque fois comment construire cette suite. On va regarder 3 méthodes. La méthode de dichotomie, la méthode du point fixe et la méthode de Newton. Chacune d'elles va nous permettre de construire une suite xn qui va converger vers x bar, la solution de l'équation f de x est égal à 0. Donc, la première méthode qu'on va étudier, c'est la méthode de dichotomie. Je vais vous expliquer c'est quoi son principe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'intervalle AB. On suppose que la fonction f, elle est continue sur l'intervalle. On suppose d'autre part que f de a fois f de b est inférieur à 0. Autrement dit, qu'il y a un changement de signe. Et enfin, on suppose que la racine, elle est unique. Par exemple, la fonction f, elle est monotone, elle est ou croissante ou décroissante. Et là, on est sûr que la racine, elle est unique. Donc, si ces conditions-là sont réunies, on va essayer de construire une suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, c'est une manière très intuitive. On prendra A0 est égal à A et B0 est égal à B. Donc, on initialisera l'intervalle en posant I0, A0, B0 est égal à notre intervalle de départ, c'est-à-dire AB. On va regarder X0 est égal à 0 plus B0 divisé par 2. C'est quoi ça? C'est le milieu de l'intervalle. On va regarder le milieu de l'intervalle. Ensuite, on va essayer de se poser la question. La racine, elle est où? Elle est dans la première moitié de l'intervalle AB ou dans la seconde moitié de l'intervalle AB? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder f de x0. Si f de x0 fois f de a est négatif, ça voudrait dire que la racine, elle est dans la première moitié de l'intervalle. Et donc, ça voudrait dire que x bar va appartenir à x0. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon? Ça voudrait dire f de a fois f de x0 va être positif. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est f de b avec f de x0 qui est négatif. Et donc, ça voudrait dire dans ce cas-là que la racine se trouvera dans la seconde moitié, c'est-à-dire entre x0 et b. Donc, je reprends l'idée. Au départ, on a un intervalle. On le partage sur 2. On sait que la racine, elle est quelque part dans l'intervalle. On partage cet intervalle sur 2. On essaye de savoir, est-ce que la racine se trouve dans la première moitié de l'intervalle ou dans la seconde moitié de l'intervalle? Pour le savoir, c'est très simple. Il suffit de calculer f de a fois f de x0. Si f de a fois f de x0 est négatif, ça voudrait dire qu'elle est dans la première moitié. Si f de x0 fois f de a est positif, ça voudrait dire qu'il est dans la seconde moitié. Donc, on a déjà, à la première étape, rétréci l'intervalle. Il était AB, il devient un petit intervalle qui est la moitié de AB, que ce soit celui de gauche ou celui de droite. Et on réitère le processus. C'est-à-dire, on reprend le second intervalle, on fait la même chose. On le partage sur 2. On va créer une nouvelle donnée qui est x1, qui va être A1 plus B1 sur 2. Et on refait exactement la même chose. On voit, est-ce que la racine, elle est à gauche ou à droite de f de x1, c'est-à-dire f de A1 plus B1 sur 2. Et on prend encore la moitié. Au fur et à mesure, on est en train de partager l'intervalle sur 2, sur 2, sur 2, sur 2. Vous imaginez si on le partage à l'infini. Si on le partage à l'infini, on est en train d'approcher la racine d'une manière automatique. C'est-à-dire, plus l'intervalle devient petit,
plus la distance entre la racine et le milieu de l'intervalle devient négligeable, puisque l'intervalle lui-même, il est devenu très, très, très petit. C'est ce qu'on appelle la méthode de dichotomie. C'est-à-dire, je prends un intervalle et je le coupe sur deux pour savoir si la racine se situe à gauche ou à droite. Je reprends le second intervalle, une fois que j'ai su dans laquelle des moitiés, je reprends cette moitié comme mon nouvel intervalle. Et je coupe encore sur deux, ainsi de suite. Donc, je fais ce travail indéfiniment. Indéfiniment. Donc, je vais créer une suite xn de cette manière qui va converger forcément vers ma racine du moment que l'intervalle devient de plus en plus petit. Est-ce que vous avez compris le principe? Si quelqu'un n'a pas compris, je reprends. Hein? Est-ce que vous avez compris le principe? Oui, madame. Oui? D'accord. Donc, je peux continuer. Alors, la suite qu'on a maintenant construite, elle converge vers x bar. Bien sûr, intuitivement, on voit bien qu'elle converge puisque l'intervalle devient de plus en plus petit. Maintenant, on va énoncer la proposition qui nous permet de comprendre exactement, de bien préciser cette méthode. Donc, la proposition dit la chose suivante. Soit f, une fonction continue sur un intervalle AB, toujours les mêmes conditions, la continuité, telle que f de a fois f de b inférieur à 0, le changement de signe et l'unicité de la racine. Et on suppose que f admet une racine unique x bar sur AB. Alors, la suite de dichotomie définie ci-dessus, c'est-à-dire celle que je viens de vous expliquer, vérifie les conditions suivantes. La première, c'est que Bn moins An est égal à B0 moins A0 sur 2 puissance n. Qu'est-ce que ça voudrait dire ça? Ça voudrait dire la longueur de l'intervalle. Quand je dis l'intervalle à l'itération n, c'est quoi? C'est l'intervalle AN, Bn. J'ai démarré par l'intervalle A0, B0. Et quand je fais n itérations, j'arrive à l'intervalle AN, Bn. Alors, qu'est-ce que dit la première proposition? Elle dit que Bn moins An, c'est-à-dire la distance ou la longueur de l'intervalle obtenu après avoir réitéré la dichotomie n fois, est égale à B0 moins A0 sur 2 puissance n, c'est-à-dire la longueur de l'intervalle initial divisé par 2 puissance n. Et ça, c'est logique. Du moment qu'au départ, j'ai pris un intervalle AB, et je l'ai coupé en deux, je l'ai coupé en deux, je l'ai coupé en deux n fois. Donc, c'est sûr que l'intervalle obtenu après la nème itération, la longueur de l'intervalle obtenue après la nème itération, va être égale à la longueur de l'intervalle initial divisé par 2 puissance n. Ça d'une part. D'autre part, que xn moins x bar, c'est-à-dire la distance entre le xn là, n'oubliez pas, le xn, c'est le milieu de l'intervalle, hein, c'est la suite que j'ai construite avec la dichotomie. La dichotomie, elle prend le milieu de l'intervalle. Donc, xn moins x bar, en valeur absolue bien sûr, est inférieur ou égal à b moins 0 sur 2 puissance n plus 1. C'est-à-dire la distance entre le nème élément de la suite, c'est-à-dire xn, et la solution va être toujours inférieure ou égale à la longueur de l'intervalle initial que j'ai pris au début sur 2 puissance n plus 1. Bien sûr, cette deuxième proposition nous permettra de dire que xn converge vers x bar, que xn converge vers x bar. Et on a même pu voir l'erreur qu'on peut faire si on prend xn à la place de x bar. C'est ce qu'on va faire. À chaque fois, pour approcher la solution, on va prendre xn à la place de x bar, qu'on sait que xn est en train d'approcher x bar de mieux en mieux, tant que n devient de plus en plus grand. De plus en plus grand. Donc, est-ce qu'elle est claire, la proposition? Donc, si elle est claire, si vous n'avez pas de questions sur la proposition, écoutez, quand on est en ligne, je ne vois pas vos visages. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Alors, regardez, chaque fois que vous n'avez pas compris quelque chose,
vous m'arrêtez, hein, vous m'arrêtez, comme ça je vais reprendre. D'accord? Je vais reprendre et vous réexpliquer la chose calmement. D'accord? Donc, je vais le faire par récurrence. Donc, je vais dire que pour n était la première, hein, je suis en train de démontrer la première assertion. Donc, je vais dire que pour n est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On a la longueur de l'intervalle B0 moins A0 est égal à quoi? Est égal B0 moins A0 sur 2 puissance 0. Ce qui est vrai, 2 puissance 0, c'est 1. Je vous rappelle un petit peu la démonstration par récurrence. La démonstration par récurrence, c'est d'essayer de démontrer quelle est vraie la proposition pour n est égal à 0 ou n est égal à 1, ou même mieux, montrer qu'elle est vraie jusqu'à, par exemple, 3, jusqu'à 4. Ce sont deux types de faire la démonstration par récurrence. Ensuite, de démontrer que c'est vrai pour n plus 1. Dès que ça, c'est vrai, ça voudrait dire c'est vrai quel que soit n. D'accord? Donc là, je vais le faire par récurrence. J'essaye de démontrer que c'est vrai pour n est égal à 0. C'est-à-dire que B0 moins A0 vérifie B0 moins A0 sur 2 puissance n. N ici, c'est 0, ce qui est vrai. B0 moins A0 est égal à B0 moins A0. Maintenant, je suppose qu'elle est vraie à l'ordre n et je démontre qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Supposer qu'elle est vraie à l'ordre n revient à dire que Bn moins An est égal à B0 moins A0 sur 2 puissance n. Et essayez de montrer que Bn plus 1 moins An plus 1 est égal à B0 moins A0 sur 2 puissance n plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir que représente An plus 1, Bn plus 1 par rapport à An, Bn. D'après la dichotomie, qu'est-ce qu'on fait? On est à la nème itération. On a l'intervalle An, Bn. On le partage en deux. On le partage en deux. Donc, on regarde sa moitié, qui est xn est égal à n plus bn sur 2. On voit, est-ce que la racine, elle est à gauche de ce xn ou bien elle est à sa droite. Maintenant, si elle est à sa gauche, ça voudrait dire que f de xn fois f de an est inférieur à 0. Et donc, le nouvel intervalle obtenu, ça va être quoi? Ça va être an plus 1 est égal à an et bn plus 1 est égal à an plus bn sur 2, la première moitié. Ou bien, c'est la seconde moitié. Et dans ce cas-là, an plus 1, c'est an plus bn sur 2 et bn plus 1, c'est bn. Dans les deux cas, nous aurons logiquement bn plus 1 moins an plus 1, c'est bn moins an sur 2. C'est la moitié de, que ce soit qu'on a pris à gauche de xn ou à droite de xn, la longueur du nouvel intervalle, c'est la moitié de l'ancien. C'est la moitié, donc c'est bn moins an sur 2. Et comme on a supposé que, par hypothèse de récurrence, que bn moins an, c'est b0 moins a0 sur 2 puissance n, alors bn plus 1 moins an plus 1 va être égal à b0 moins a0 sur 2 puissance n sur 2, c'est-à-dire b0 moins a0 sur 2 puissance n plus 1. Donc là, on a démontré que la première assertion de la proposition, elle est vraie. On va regarder, est-ce que la seconde assertion est vraie? Pour cela, on va utiliser quelque chose de très simple. Regardez. Le x bar, on est arrivé à l'itération n. On est arrivé à l'itération n. On sait bien que le x bar se trouve entre an et bn. Ça, on le sait, du moment qu'on a tout fait pour qu'il soit toujours dans la moitié qu'il faut. Donc, il est entre an et bn. Si je prends xn, la moitié de cet intervalle, regardez, si je prends xn, la moitié de cet intervalle, elle est par définition égale à an plus bn sur 2. Qu'est-ce que je remarque? Quelle est la distance entre x bar et xn? X bar, il est ou bien là, ou bien là, à gauche de xn ou à sa droite. Il ne peut pas être dans les deux cas possibles. X bar, c'est bien une racine bien définie. Donc, elle est ou bien entre an et xn, ou bien entre xn et bn. Et dans ce cas-là, la distance entre x bar et xn, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez.
la distance, j'arrête de parler et je vous laisse regarder. La distance entre xn et x bar, ça va être comment? Xn et x bar. Ça va être, regardez, c'est inférieur à la moitié de l'intervalle. C'est comme si, regardez, c'est comme si vous étiez sur un cercle. Tous les éléments qui sont là, ou bien elle sera un élément qui est là. Et donc, la distance entre ces éléments et la moitié de l'intervalle, elle est inférieure à la longueur de l'intervalle divisée par 2. Donc, au fait, elle est inférieure à B0 moins A0 si on utilise la première proposition sur 2 puissance n que divise 2. Donc, c'est B0 moins A0 sur 2 puissance n plus 1. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de raconter? Si vous n'avez pas compris, je le reprends. Est-ce que vous avez compris? Madame, s'il vous plaît. Oui? Oui, je reprends. Madame, s'il vous plaît. Non, Oui? je ne vois pas bien le 2, puissance n plus 1. Vous ne le voyez Pourquoi pas il est- ici sur le... Non, Ah, pourquoi je c'est 2 comprends. puissance? Oui, Oui? sur ce qui Sur est. Sur la deuxième proposition? Oui, s'il vous Sur plaît. la deuxième, c'est ici ou Non, la sur la première deuxième, sur la deuxième. J'ai compris la là, preuve. de la première. Oui, oui. Maintenant, ce que vous n'avez pas compris, c'est comment est-ce que la distance entre x bar et xn devient inférieure à bn moins an sur 2. C'est ça? C'est ça qui vous dérange? Sur 2 puissance n plus 1. Là, d'abord, non, mais je suis sur 2 sur puissance n plus 1. Regardez. Au départ, c'est xn moins x bar, c'est bn moins an sur 2. C'est bn moins an sur 2. Est-ce que ça, vous l'avez compris? C'est-à-dire, regardez, je reprends, regardez calmement. Regardez, là, c'est le milieu. N'est-ce pas? Ça, c'est le milieu de l'intervalle. Allez. Donc, Oui, ça, madame, je vous suis. Oui. là, c'est le milieu de l'intervalle. Donc, si ça, c'est le milieu de l'intervalle, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x bar. X bar, elle est ou bien à gauche de ce milieu ou bien à sa droite. On ne sait pas. Vous êtes d'accord là-dessus? Je sais que x bar, elle est entre an et bn. Je prends le milieu de l'intervalle. Donc, x bar, elle est ou bien à gauche de son milieu ou bien à droite de son milieu. C'est-à-dire, ou bien elle est plus grande que son milieu ou bien elle est plus petite que ce milieu. Mais la distance entre elle et le milieu, regardez, excusez-moi, la distance entre elle, entre x bar qui se trouve ici ou là, et le milieu, elle est commune par rapport à la longueur de l'intervalle complètement. Elle est commune par rapport à sa longueur. C'est bn moins an divisé par 2. Regardez, qu'elle soit à gauche ou qu'elle soit à droite, la distance entre x bar et le milieu, c'est la longueur de tout l'intervalle divisé par 2. C'est comme dans le rayon par rapport au cercle, puisque les éléments, ils sont ou bien de ce côté-là, ou bien de ce côté-là. Donc, la distance entre le milieu et les éléments qui sont là, par exemple, on suppose que x bar est ici. On suppose qu'elle est plus grande, et donc elle est ici. Alors, la distance entre xn et x bar, c'est quoi? C'est inférieur ou égal à bn moins an sur 2, à cette moitié. Elle est inférieure à la moitié. Maintenant, si elle est à sa gauche, c'est-à-dire qu'elle est plus petite, c'est toujours inférieur à sa moitié. C'est toujours xn moins x bar inférieur à la moitié de l'intervalle. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, madame, oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Voilà, donc j'ai utilisé. Voilà. Vous avez compris le principe. Ensuite, j'ai utilisé la première proposition. J'ai dit alors, c'est bn moins a1 sur 2. bn moins a1, c'est quoi? C'est b0 moins a0 sur 2 puissance n. Qui نقسمها على 2 تولي b0 moins a0 sur 2 puissance n plus 1. D'accord, merci, Ça y est, madame. Oui. je vous en prie. C'est clair? Donc voilà, ça, c'est la méthode de dichotomie. Donc, on a dans cette proposition, elle nous permet de démontrer qu'au fait, xn, réellement, elle converge vers x bar.
que xn, réellement, elle converge vers x bar. C'est-à-dire la suite qu'on a construite, elle converge. Et même mieux, on connaît l'erreur. C'est-à-dire, lorsque je vais prendre xn à la place de x bar, je peux savoir quelle erreur à peu près j'ai fait. Je sais que c'est inférieur à b0 moins a0 sur 2 puissance n plus 1. Donc, je connais à peu près quelle est l'erreur que j'ai faite en prenant xn à la place de x bar. C'est-à-dire, je connais la distance exacte entre xn et x bar. Je peux l'estimer. Est-ce que la méthode maintenant de dichotomie, elle est claire? Est-ce qu'elle est claire? S'il y a d'autres questions, je suis là. Hein? S'il y a d'autres questions, je vais y répondre. Hein? Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, Oui? le xn peut être égal à x. Vous voulez dire le x? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça se peut qu'à un moment donné, on tombe directement sur la racine. Oui, ça se pourrait. D'accord, madame, merci. Je vous en prie. Oui, ça se pourrait. Ce serait un cas idéal, mais il peut arriver. Hein? Il peut arriver. Ça se peut qu'on tombe exactement. La moitié de l'intervalle, c'est l'autre racine, en fait. Vous avez d'autres questions? Il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je peux passer à des exemples. Donc, par exemple, on vous demande de résoudre les équations x puissance 4, par exemple, plus x puissance 3 moins 1 est égal à 0 sur l'intervalle 0,1 à 10 puissance moins 6 près. Donc, on vous demande de trouver la racine à 10 puissance moins 6 près. Quand on vous dit à 10 puissance moins 6 près, qu'est-ce qu'il veut dire? Je reviens un moment en arrière. Il veut dire qu'il faudrait que la distance xn moins x bar soit inférieure ou égale à 10 puissance moins 6. Il voudrait que xn moins x bar en valeur absolue soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. C'est-à-dire il faudrait chercher le n tel que cette distance est inférieure à 10 puissance moins 6. Voilà ce qu'il cherche à savoir. Donc, on va résoudre cette équation. La première des choses à faire, c'est de se demander est-ce que les conditions du théorème de dichotomie ou de la proposition, est-ce que la méthode de dichotomie, je peux l'appliquer? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder, bien sûr, est-ce qu'il y a changement de signe? Est-ce qu'il y a continuité? Est-ce qu'il y a unicité? Donc, pour le changement de signe, c'est facile. Il suffit de regarder f de 0 fois f de 1. On remarque que f de 0, par exemple, c'est moins 1 et f de 1, c'est 1. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a un changement de signe. La fonction, c'est un polynôme, donc elle est continue. Il n'y a pas de problème. Il reste l'unicité. Il suffit de dériver. C'est quoi la dérivée de cette fonction? C'est 4x3 plus 3x2. Comme je me retrouve dans l'intervalle 0,1, alors la racine, elle est unique parce que la dérivée, elle est positive. Parce que la dérivée, elle est positive ou nulle, donc la racine, elle est unique. Donc voilà, j'ai pu vérifier les conditions de la dichotomie. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours prendre un stylo, une feuille à côté de vous. Regardez, prenez toujours un stylo, une feuille, et quand je vous annonce quelque chose, par exemple la dérive ou quelque chose, vous vérifiez. Vous regardez rapidement ce que je suis en train de vous dire. Je crois que ça vous rendra service pour bien comprendre, surtout l'analyse numérique. Pourquoi l'analyse numérique? Parce qu'il y a plus de concepts mathématiques donc à calculer, à vérifier, que dans un cours, par exemple, d'informatique où il y a plus d'énoncés à donner. Donc, faites attention. Chaque fois que vous avez quelque chose, il faut vérifier. Regardez ici la fonction. Je vérifie, est-ce que les conditions de la dichotomie sont là? Est-ce qu'elles sont vérifiées? Je vois d'abord s'il y a un changement de signe, ce qui est le cas. Je regarde par la suite la continuité, elle est claire parce qu'il s'agit d'un polynôme. Et enfin, je regarde est-ce qu'il y a unicité de la racine. Pour voir l'unicité, il suffit de regarder la monotonie. Pour regarder la monotonie, je dérive.
En dérivant, qu'est-ce que j'obtiens? C'est 4x3 plus 3x2. Et du moment que je suis dans l'intervalle 0, 1, ça annule pour x égale à 0, sinon elle est tout le temps positive. Elle est tout le temps positive. Du moment qu'elle est tout le temps positive, ça voudrait dire que la fonction, elle est monotone. Donc, les conditions de la dichotomie sont réunies. Maintenant, je vais vous montrer les calculs. Donc, là, le graphe, il vous permet de calculer les premiers itérés. Ça, c'est x1, x2, x3, x4, etc. Les premiers itérés, pour voir, est-ce qu'on est en train d'approcher, regardez ça, c'est l'axe des x. Hein. Ça, c'est l'axe des x. Ça, c'est la fonction, si on la dessine. C'est la fonction x4 plus x3 moins 1 est égal à 0. Donc, si on dessine la fonction, on remarque que les itérés, regardez, sont en train d'approcher l'intersection de l'axe des x avec f de x avec l'axe des x. Et donc, on voit bien que les itérés, au fur et à mesure, ils vont couper l'axe des x. Et donc, si on fait les calculs jusqu'à, par exemple, la 20e itération, on obtient, c'est par exemple que la racine pour la première équation, c'est 0,8191. Regardez à un moment donné, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez quand vous calculez les itérés. Regardez, au départ, on a pris l'intervalle 0,1. Le premier x1, c'est quoi? La moitié de l'intervalle. C'est quoi la moitié de l'intervalle? C'est 0,5. C'est 0,5. On vérifie, on trouve que la racine, en fait, elle se trouve entre 0,5 et 1. Elle se trouve entre 0,5 et 1. Donc, le second x2, c'est quoi? C'est 0,75. Le deuxième, c'est 0,75. Ensuite, on vérifie, on regarde, est-ce que f de 0, est-ce que la racine, elle est entre 0,5 et 0,75 ou bien entre 0,75 et 1. On va remarquer aussi que la racine se trouve entre 0,75 et 1. Donc, à la troisième itération, c'est 0,875. Et au fur et à mesure, on continue à faire les itérés. Qu'est-ce qu'on remarque? Regardez pour le 8. À un moment donné, il se fixe. Pourquoi il se fixe? C'est parce qu'il s'agit du vrai chiffre de la racine. C'est-à-dire que la racine, c'est 0,8 et quelque chose. Regardez, à partir de la 16e itération, on remarque que le 1 est en train de se fixer lui aussi. Le 1, il est en train de se fixer. Le 9, il est en train de se fixer. Le 1 là, il est en train de se fixer. Regardez, déjà à la 20e itération, combien de chiffres se sont fixés? Le 8, le 1, le 9, le 1 et le 7. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire le 81 917 sont les vrais chiffres de la racine. Ça voudrait dire la racine, c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire 0,81 917. Maintenant, ce qu'il y a après, on ne sait pas. Mais néanmoins, on a 5 chiffres déjà qui sont exacts. Quand je dis exact, ça voudrait dire c'est les chiffres de la vraie racine. C'est les chiffres de la vraie racine. Donc, de même, je fais pour le deuxième. Bien sûr, pour le deuxième, vous pouvez le vérifier. Là, je ne l'explique pas parce que je sais que vous saurez le faire. Est-ce que c'est clair, l'exemple? Est-ce que l'exemple est clair? Est-ce que vous avez compris comment on a appliqué dans les premiers exemples? Est-ce que l'exemple est clair? Si vous avez des questions, allez-y. Hein? Si vous avez des questions, allez-y. Le 10 puissance 6, c'est ça? Moins 6. Comment obtenir le 10 puissance moins 6? C'est ça? Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez, je vais revenir en arrière. J'aurais dû vous l'écrire. Regardez, je préfère arrêter le partage, le tableau blanc. Vous êtes d'accord? Donc, le tableau blanc, comment on trouve le n. Comment on a trouvé le n est égal à 20. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, au fait, qu'est-ce qu'on va utiliser? Regardez. Oui, madame, c'est mieux. C'est mieux. Donc, je vais vous expliquer comment on trouve le n.
Donc, je vais arrêter une seconde le partage pour aller vers le tableau blanc. D'accord? Une seconde. Hein? J'arrête le partage une seconde, on y revient. On y revient. Donc, on prend le tableau. Principe, où est-ce que je vais le faire? Oui, donc partager. Voilà. J'espère que vous pouvez le voir. Donc, au fait, je n'ai pas l'habitude d'écrire avec, donc c'est un peu difficile, mais je vais essayer quand même. Là, c'est trop grand. Donc, pardon. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est xn moins x bar. Je m'excuse si l'écriture, elle est un peu... C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. Donc, l'idée, c'est de faire ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je sais? Je vais essayer d'avoir un crayon plus petit. Je ne sais pas si j'ai le droit. Est-ce que je peux... Je suis là. Je veux un peu réduire l'épaisseur. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, je vais continuer pour ne pas faire de bêtises parce que là, ici, ça va être un grand problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà xn, regardez, on sait que xn, pardon, moins x bar est inférieur ou égal à B0 moins A0, n'est-ce pas? B0 moins A0 sur 2 puissance n plus 1. N'est-ce pas? On sait ça. On a B0 moins A0, c'est quoi? B0 moins A0, l'intervalle de départ, c'était 0, 1. Donc, c'est inférieur ou égal, si je remplace B0 moins A0 par 1, à 1 sur 2 puissance n plus 1, qui doit être inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. N'est-ce pas? C'est ce que je dois avoir, qui doit être inférieur à 10. Donc, 1 sur 2 puissance n plus 1 doit être inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. Pour tirer le n, il suffit d'inverser. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir alors 2 puissance n plus 1 supérieur ou égal à 10 puissance 6. Je vais essayer d'effacer le tableau. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'écrire ici? Est-ce que c'est clair? Est-ce que oui? Oui, c'est clair? D'accord. Donc là, je vais essayer de trouver le n. Je vais juste effacer le tableau. Je crois qu'il y a une manière de faire rapide. Voilà. Donc, j'ai 1. On a trouvé 1 sur 2 puissance n plus 1 inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. Alors, ce qu'on va faire, ça implique quoi? Que 2 puissance n plus 1, je fais l'inverse. Donc, je change le sens de l'inéquation. 10 puissance 6. Et donc, n plus 1, si j'utilise le logarithme décimal, je peux utiliser n'importe quel logarithme. Je suis libre. C'est n plus 1 log 2. Donc, c'est n plus 1 log 2 supérieur ou égal à 6, n'est-ce pas? Je suppose que le logarithme ici, c'est le logarithme décimal. Hein? Et donc, n, c'est supérieur ou égal. Je peux effacer ce côté, ça y est? Vous voyez comment je suis en train de travailler? Oui? Je peux effacer? Oui, je peux. Donc, je réefface le tableau pour que je puisse écrire, c'est tout. Hein. C'est juste pour pouvoir écrire. Donc, ça va me donner n supérieur ou égal à 6 sur log 2 moins 1. Voilà. À 6 sur log 2 moins 1. Donc, pour pouvoir avoir une précision d'à peu près 10 puissance moins 6 ou une erreur inférieure à 10 puissance moins 6, il faudrait que je trouve, d'abord 6 sur log 2 moins 1, c'est combien? Si quelqu'un a une calculatrice à côté.
C'est combien 6 sur log de moins 1? Est-ce que quelqu'un peut me le donner? Alors, je crois que c'est 19 virgule. Hein. Je crois que c'est 19. C'est 18. C'est 18 virgule. 18 ou 19? C'est 18 virgule. C'est ça? C'est 18 virgule. Et donc, ça voudrait dire qu'à partir de la 19e itération, ça voudrait dire qu'à partir de la 19e itération, je vais, c'est sûr, avoir une erreur qui est inférieure à 10 puissance moins 6. C'est pour ça que dans l'exemple qu'on a dessiné, on a vu qu'on est arrivé à peu près à la 20e itération. Bien sûr, on aurait pu arriver à la 19e, mais on est arrivé à la 20e itération. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou vous voulez que j'explique encore quelque chose? C'est clair ce qu'on a fait? Oui, madame. C'est clair? Merci. Donc là, on a compris comment on peut trouver le nombre d'itérations nécessaires, c'est-à-dire quel est le nème, le xn auquel je veux m'arrêter pour avoir une erreur donnée. J'ai une erreur donnée, là c'est 10 puissance moins 6. Je sais maintenant que si je réitère mon processus 19 fois, je vais avoir une erreur qui est inférieure à 10 puissance moins 6. Donc maintenant, je vais revenir au cours. Si vous avez bien compris la méthode de dichotomie, on va faire une deuxième méthode qui est la méthode du point fixe. D'accord? Si vous n'avez pas de questions sur la méthode de dichotomie. Donc maintenant, je vais encore partager, revenir à notre cours. Donc je vais encore revenir à notre cours. Je vais faire le mode de présentation pour que vous puissiez le voir. Donc voilà. Donc là, regardez, on est arrivé à la 20e itération. On aurait pu arriver, on sait maintenant que ça, le x19. Le x19, c'est ça, hein? C'est 0,8 191 538. C'est ça le x19. On sait que ce x19, il est proche de la vraie racine à 10 puissance moins 5, moins 6 près. Il est aussi proche que 10 puissance moins 6. Voilà ce que ça voudrait dire. Donc, maintenant, si on a compris la méthode de dichotomie, on passe à une deuxième méthode. Pardon, là, en principe, c'est N2. Hein, en passant du PDF au PowerPoint. Donc là, c'est N2. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode du point fixe. On va expliquer quel est son principe. Regardez, le principe de la méthode du point fixe, c'est toujours le même. Hein. On a toujours l'intention de construire une suite de fonctions, on a l'intention de construire une suite de réels qui convergent vers la racine. C'est toujours le même objectif. Maintenant, la méthode du point fixe va nous permettre de construire cette suite autrement. Donc, elle va nous permettre de construire cette suite autrement. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi le principe. Le principe est le suivant. On a à résoudre toujours f de x est égal à 0. On a à résoudre f de x est égal à 0. L'idée, c'est de transformer le problème f de x est égal à 0 en le problème phi de x est égal à x, de manière équivalente, bien sûr, sur l'intervalle AB de manière équivalente. Pourquoi est-ce qu'on veut passer de f de x est égal à 0 à phi de x est égal à x? C'est a priori le même type de problème. Donc, au lieu de chercher la racine, on va chercher, au lieu de chercher x tel que f de x s'annule, on va chercher x tel que phi de x est égal à x. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour dire que si phi de x, si on définit, pardon, excusez-moi, si on définit la suite x0 dans AB et xn plus 1 est égal phi de xn, regardez comment je vais définir la suite. Je prends x0 quelconque dans AB et je définis la n plus unième, le n plus unième élément de la suite grâce au
Énième élément, une suite récurrente, telle que vous l'avez fait en analyse l'année dernière, n'est-ce pas, les suites récurrentes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que si cette suite, elle converge, ça aussi, vous l'avez fait l'année dernière. Si cette suite, elle convergera vers où? La suite définie de cette manière, de ce type d'itération, c'est-à-dire, je prends x0 quelconque temps AB, ensuite, je définis, par exemple, x1, c'est fit x0, x2, c'est fit x1, x3, c'est fit x2, etc. Je suis en train de définir une suite. Cette suite, si elle convergera vers quoi? Elle convergera vers l'élément qui fixe l'itération. Si vous l'avez fait l'année dernière, vous avez dit, elle convergera vers L tel que L est égal fit L, n'est-ce pas? Si elle convergera vers L tel que L est égal à fit L, c'est-à-dire l'élément qui va me fixer l'itération, ce L-là, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie fit L est égal à L, et donc par équivalence, il va me vérifier f de L est égal à 0. Donc, au fait, si cette suite itérative va converger, elle va converger vers la racine de f. Elle va converger vers la racine de f. Donc, le principe est le suivant. Au départ, j'ai à résoudre une équation f de x est égal à 0. Mais au lieu de la résoudre directement, je commence par transformer le problème de f de x est égal à 0 vers phi de x est égal à x. Une fois que je l'ai transformé, je vais construire une suite qui est x0 quelconque temps AB et ensuite xn plus 1 est égal phi de xn. Pourquoi je construis cette suite? Parce que cette suite, si je prouve qu'elle va être convergente, elle va forcément converger vers l'élément qui la fixe. L'élément, lorsque je remplace, je retombe sur le même. C'est quoi cet élément qui la fixe? C'est celui qui me vérifie L est égal phi de L. Si L est égal à phi de L, ça voudrait dire aussi que f de L est égal à 0. Que f de L est égal à 0. Donc, cette suite, si elle converge, elle va converger vers la racine que je suis en train de chercher. Elle va converger vers la racine de l'équation f de x est égal à 0. Donc, c'est ça le principe. Est-ce que vous avez compris le principe? Si vous ne l'avez pas compris, je le reprends. Parce que c'est à partir de là qu'après, ah oui, mais phi de x, c'est quoi? Oui, phi de x, elle peut être n'importe quoi. Ça dépend comment je transforme mon problème, justement. Juste après, je réponds à ça. Regardez. Si je prends par exemple, f de x est égal à x au cube moins 5x plus ln de x plus exponentielle 3x est égal à 0. Supposez que vous devez résoudre cette équation. Il y a mille et une manières de transformer le problème f de x est égal à 0 en x est égal à phi de x. Vous pourrez, par exemple, faire sortir le x au cube. Vous allez dire x au cube est égal à 5x moins ln x moins exponentielle 3x. Ensuite, cela voudrait dire que x est égal à la racine cubique de 5x moins ln x moins exponentielle 3x. Vous auriez pu la faire sortir autrement. Vous auriez pu aussi dire 5x, par exemple, 5x est égal à x au cube plus ln x plus exponentielle 3x. Et donc, x est égal à x au cube plus ln x plus exponentielle 3x divisé par 5. Donc, effectivement, il y a mille et une manières de faire sortir, le x. J'ai f de x est égal à 0. Je peux écrire équivalente à x est égal à phi de x, bien sûr, en respectant que ce soit bien défini, etc. J'ai plusieurs manières de le faire. Là, pour cet exemple, je vous ai donné deux. Par exemple, où je fais sortir le x au cube et je mets la racine cubique, ou bien je fais sortir l'exponentielle. Je fais sortir l'exponentielle 3x est égal à moins x3 plus 5x moins ln x. Ensuite, j'utilise le logarithme nipérien. J'aurais pu faire ça aussi. Donc, au fait, quand j'ai f de x est égal à 0, je peux faire ce que je veux analytiquement et faire sortir x est égal à une autre fonction. Ça, je peux le faire. La question que je me poserai par la suite, c'est est-ce que toutes ces fonctions que je vais faire sortir vont me donner des suites convergentes? C'est ça la question.
Est-ce que toutes ces fonctions vont me donner des suites convergentes? Non, pas forcément. Il y aura certaines suites qui vont converger, et il y en a d'autres qui ne vont pas converger. C'est-à-dire que l'objectif, c'était que cette suite-là converge. Parce que si elle ne converge pas, je ne vais pas approcher le point fixe et je ne vais pas approcher la racine. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, au fait, il y a plusieurs manières de rendre f de x est égal à 0 et équivalente à phi de x est égal à x. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais laquelle de toutes ces manières va me donner une suite convergente? C'est ça la question que je dois me poser. Alors, pour répondre à cette question, on a besoin de définition et bien sûr d'un théorème. D'accord? C'est-à-dire, quand est-ce que mon choix est judicieux? Pourquoi ce choix-là va être meilleur que celui-là? Et vice-versa. Pourquoi c'est ce choix-là qui est meilleur que celui-là? D'accord? Donc, pour répondre à ce type de questions, on est obligé de définir des choses que vous ne connaissez pas. Je vous entends très mal. Vous voulez me poser une question? Oui? Oui. Madame, pourquoi madame la suite fille converge vers la racine x1? Pourquoi elle converge vers la racine, c'est ça? Pourquoi elle converge vers la racine? Oui. D'accord, je vais vous expliquer pourquoi elle converge vers la racine. D'accord? On va revenir en arrière. Regardez, on va démarrer de f de x est égal à 0. On va le transformer de manière équivalente. Hein? C'est-à-dire que c'est comme ici. C'est comme ici. On a pris f de x est égal à x3 moins 5x plus lnx plus exponentielle 3x est égal à 0. Elle est équivalente. Hein? Elle est équivalente à dire que x est égal racine cubique de 5x moins lnx moins exponentielle 3x. On a fait sortir le x3. Ensuite, on a appliqué la racine cubique des deux côtés de l'équation. Donc, cette équation est égale à 0. Elle est équivalente à cette équation. À l'équation x est égale racine cubique de 5x moins lnx moins exponentielle 3x. C'est équivalent. Maintenant, quand je prends cette équation, c'est-à-dire x est égal à x, qu'est-ce que je fais? Je sais maintenant une chose, elles sont équivalentes. Qu'est-ce que ça veut dire, elles sont équivalentes? Maintenant, s'il existe un alpha ou un n tel que f de l égale à 0, comme elles sont équivalentes, il va entraîner que phi de l égale à l. Ou même, s'il existe un l tel que phi de l est égal à l, il va entraîner lui aussi que f de l est égal à 0. Il y a équivalence entre les deux équations. Alors, qu'est-ce que je fais? Je construis la suite suivante. Maintenant, je prends un x0 quelconque dans AB. On bat xn plus 1 est égal à phi de xn. Maintenant, je prends x0, par exemple, on dit 0. Je dis x0 est égal à 0. On bat x1, c'est quoi? C'est phi de x0. Maintenant, phi de 0. Non, نحسب phi x1. On bat x1, je passe à x2. نحسب x2. x2, c'est quoi? C'est phi de x1. J'ai construit une suite telle que vous les connaissez l'année dernière. Je crois que vous les avez faites en analyse. C'est les suites récurrentes. C'est-à-dire, je définis un point de départ et je continue à définir les autres à partir de la même fonction, qui est phi. Alors, cette suite, si elle est convergente, c'est-à-dire si elle est convergente, je ne sais pas si elle est convergente, elle peut être divergente. Hein? Si elle est convergente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va converger vers l'élément qui la fixe. L'élément L qui vérifie L égale phi de L. Ça aussi, c'est de l'analyse de l'année dernière, l'analyse 1. Donc, vous avez dit que les suites récurrentes convergent vers L qui vous fixe l'itération. Maintenant, quitte à remplacer L, la formule, pour remplacer xn par L, le xn plus 1, ça va être toujours L. C'est-à-dire, ça va se fixer. C'est ça l'élément où ça va converger. C'est l'élément qui fixe l'itération. C'est logique. On remplacer. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter puis nous remplacer, on aura la même chose. On remplacer, on aura la même chose. Maintenant, la limite. Donc, la suite xn plus 1 définie par xn plus 1 est égale phi de xn, elle va converger vers l'élément qui fixe. Maintenant, l'élément qui me vérifie phi de l égale à l.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le même élément qui me vérifie, f de L est égal à 0. Donc, en fin de compte, la suite xn va converger vers L qui me vérifie si elle converge. Hein? Si elle converge, elle va me converger vers L, tel que phi L égale L. Ou avec L, tel que phi L égale L, ou est le même, l'IF de L est égal à 0. Donc, c'est l'élément qui va converger vers la même racine. Celle de f de x est égale à 0. فهمت فاروق؟ Oui? Oui, oui, madame. Merci. Donc maintenant, la question est-ce que les suites vont être toutes convergentes? Logiquement, non. Logiquement, non. C'est pas chaque fois que je vais faire x1 plus 1 est égal à f de x égale 0, x est égal phi x, je vais tomber sur quelque chose de convergent. Non, ça se peut que je tombe sur une fonction qui me donne quelque chose qui ne convergera jamais. Et on verra ça, on verra quand est-ce que ça peut arriver. Et donc, la question pour nous, c'est de savoir quand est-ce que cette fonction phi va être convergente, cette suite va être convergente. C'est-à-dire, quel est le phi approprié? Qu'est-ce qu'il doit me vérifier pour qu'il y ait convergence? C'est ça la question que je dois me poser. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous donner deux définitions que vous ne connaissiez pas avant. Donc, deux définitions. La première, c'est la définition d'une fonction qui est contractante. Donc, soit f, une fonction définie sur un intervalle AB. On va dire que f est contractante si et seulement si il existe un réel k, tel que, là il manque de points, tel que k est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 1. Le réel k qu'il existe, quel que soit xy, hein, il ne va pas changer avec xy. Donc, je reprends. Soit f, une fonction définie, continue, définie sur un intervalle AB. On dit que f est contractante si et seulement si il existe un réel k, tel que k est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 1. Tel que, quel que soit xy appartenant à AB, qu'est-ce qu'on va avoir? Phi de x moins phi de y en valeur absolue inférieur ou égal à k fois x moins y. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Regardez. Ça voudrait dire la distance entre les images est inférieure ou égale à une constante k qui est strictement inférieure à 1, la distance entre les abscisses. Autrement dit, les images, elles sont plus rapprochées que les abscisses. C'est-à-dire, je prends deux éléments x, y, leurs images, elles sont plus approchées qu'elles. Pourquoi? Parce que phi de x moins phi de y est inférieur ou égal à k x moins y, tel que k est strictement inférieur à 1. Donc, elle contracte. C'est comme en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que vous avez pris l'intervalle AB et vous l'avez contracté, comme si ça retourne. Vous l'avez rétréci, comme si vous l'avez rétréci. Avec l'application phi, bien sûr, avec la fonction phi. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire une fonction phi, elle est contractante. Si et seulement si il existe une constante indépendante de xy, hein, indépendante, une constante bien définie, de telle sorte à ce que chaque fois que je vais prendre xy dans AB, la valeur absolue de phi de x, phi de y, pardon. Là, c'est pas, il y a une erreur ici, non? Attendez, hein, une seconde. C'est pas, la f et la phi, hein, c'est phi au départ. Je m'excuse, lorsque j'écrivais, je me suis trompée. Soit phi ici, hein, soit phi une fonction définie sur AB. Donc, qu'est-ce qu'on a à voir? On va avoir phi de x moins phi de y inférieur ou égal à k x moins y. À k x moins y. Je dirais alors que la fonction phi, vous corrigez ici, que la fonction phi est contractante. Je dirais alors que la fonction phi est contractante. Au fait, les fonctions contractantes sont les fonctions lipschitziennes. Je ne sais pas si vous les avez fait l'année dernière en analyse, c'est les fonctions lipschitziennes. C'est des fonctions lipschitziennes de constante de Lipschitz inférieure à 1. Je ne sais pas si vous les avez faites. Hein. Je ne sais pas, est-ce que l'année dernière en analyse, vous avez fait ce type de fonction. C'est-à-dire les fonctions qui vous vérifient
quel que soit x, y dans AB, phi de x moins phi de y est égal à une certaine. Oui, vous les avez faites, tant mieux. Ça nous simplifie la compréhension. Regardez, ça donne phi de x moins phi de y est inférieur ou égal à kx moins y. Or, k ici, au lieu qu'il soit quelconque, comme dans les fonctions lipschitziennes que vous avez fait l'année dernière, il doit être inférieur strictement à 1. Bien sûr, supérieur à 0, ça c'est sûr, ça c'est positif. Là, ça c'est positif, donc là, il est obligé d'être positif. Mais il doit être de plus strictement inférieur à 1. Donc, les fonctions contractantes sont des fonctions lipschitziennes dont la constante de Lipschitz, elle est strictement inférieure à 1. Contractante, même quand elle rapproche les images. Même si les abscisses, elles sont légèrement lointaines, les images, elles vont se rapprocher. Les images par la fonction phi, en appliquant la fonction phi. Ça, c'est la contraction. Est-ce qu'elle est claire, la contraction? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce que vous avez compris le sens de une fonction contractante? Oui? D'accord. Donc, on va... D'accord. Donc, maintenant, on a défini c'est quoi une fonction contractante. On va définir c'est quoi une fonction stable sur un intervalle. Stable, ça voudrait dire une fonction qui me vérifie, quel que soit x dans AB, il faudrait que phi de x reste dans AB. Autrement dit, j'ai une fonction qui est définie sur un intervalle AB. Il faudrait que toutes les images, quand j'applique phi de x sur AB, restent toujours dans AB. Autrement dit, l'image de AB est contenue dans AB lui-même. C'est-à-dire qu'au fait, phi, elle est définie de AB dans AB et non pas de AB dans R. Ça voudrait dire que toutes les images ici restent dans l'intervalle AB. Quel que soit x dans AB, il faudrait que phi de x reste dans l'intervalle AB. Donc là, on a donné deux définitions. La première, c'est une fonction qui est contractante. Je vous rappelle, c'est une lipschitzienne de constante inférieure strictement à 1. La deuxième, c'est la fonction stable. La fonction stable, c'est la fonction qui prend des éléments de AB et dont les images restent dans AB. D'accord? C'est-à-dire, l'image de l'intervalle est contenue dans le. Non, ce n'est pas essentiel. Non, ce n'est pas essentiel de connaître les fonctions lipschitziennes. Si vous avez compris le principe ici, si vous avez compris la formule, lipschitzienne, c'est exactement la même formule. C'est juste que le cas, ici, il le laisse libre. Il n'impose pas que le cas soit strictement inférieur à 1. Il ne lui impose rien du tout. Cas est quelconque. C'est un réel positif et c'est tout. Non, vous n'êtes pas obligé de connaître les fonctions lipschitziennes du tout. C'est la même définition. Donc maintenant, pour les remarques, toute fonction contractante sur un intervalle est continue sur cet intervalle. Toute fonction contractante est une fonction continue. Maintenant, une fois que j'ai la condition de tout à l'heure, l'existence de certains cas strictement inférieurs à 1 est telle que phi de x moins phi de y en valeur absolue inférieure ou égale à kx moins y, c'est bon, j'ai réglé le problème. La fonction, elle est forcément continue. La fonction, elle est forcément continue. Bien sûr, en général, cette remarque, je la donne en devoir. Je la donnais en devoir quand j'étais en présentiel. Pourquoi? Parce que vous pouvez la faire. Hein. Si vous essayez de démontrer cette remarque, elle est facile à démontrer. Rappelez-vous seulement d'une chose, toute fonction contractante est une fonction continue. D'accord? Même lipschitzienne, même si le cas est supérieur à 1, ça ne fait rien. Elle sera toujours une fonction continue. Donc, dans le cas particulier où le cas est strictement inférieur à 1, elle reste toujours continue. La deuxième chose très, très intéressante, c'est lorsque phi, il est de classe 1. Qu'est-ce que ça voudrait dire de classe 1? Ça voudrait dire que phi est dérivable et que la dérivée est continue. Si phi appartient à C1 de AB, ça voudrait dire que la fonction est dérivable et la dérivée est continue. Alors, phi est contractante si et seulement si, regardez, j'ai une condition nécessaire et suffisante de contraction. Elle est contractante
Si et seulement si le maximum de phi' en valeur absolue sur l'intervalle AB soit strictement inférieur à 1 ou est strictement inférieur à 1. Au lieu de revenir à la définition difficile, de chercher un cas, de prendre xy quelconque et d'essayer de trouver phi x moins phi de y de telle sorte à ce que je puisse faire sortir un cas, cette remarque 2, c'est un raccourci. C'est un petit raccourci. Donc, dès que j'ai la fonction qui est de classe 1, au lieu d'aller chercher à vérifier la définition en utilisant phi x moins phi de y, il suffit que je calcule le maximum de phi'. Il suffit que je calcule le maximum de phi'. Le maximum de phi', il sera inférieur à 1. Le maximum de phi' sera inférieur à 1. Si le maximum de phi' il est inférieur à 1, la fonction elle est contractante. S'il n'est pas inférieur à 1, la fonction n'est pas contractante, tout simplement. C'est une condition qui est nécessaire et suffisante. Bien sûr, à condition d'avoir que la fonction soit de classe 1. Je vous rappelle, une fonction de classe 1 est une fonction dérivable dont la dérivée est continue. Est une fonction dérivable dont la dérivée est continue. Alors maintenant, avec toutes ces remarques, on est prêt à énoncer le théorème du point fixe. On va l'énoncer. Regardez. Nous, quel était notre objectif? C'est, oui, la dernière remarque? Oui, d'accord, je vais vous la réexpliquer. Regardez, la deuxième remarque, qu'est-ce qu'elle dit? Si phi est de classe 1 dans l'intervalle AB, de classe 1, ça voudrait dire elle est dérivable, la dérivée est continue. Alors, elle sera contractante. Qu'est-ce que ça veut dire, elle sera contractante? Ça voudrait dire, elle va me vérifier cette condition, il va exister un cas entre 0 et 1, quel que soit xy dans AB, phi x moins phi de y inférieur à k fois x moins y, elle va me vérifier cette condition à condition que max de phi' soit inférieur à 1. Donc, si je calcule le maximum de phi' sur l'intervalle AB, je peux le calculer. Phi' est une fonction. Je calcule juste son maximum. Pourquoi je dis max et je ne dis pas sup? J'aurais pu dire sup, mais je dis max parce que phi, elle est continue dans l'intervalle. Toute fonction continue dans l'intervalle AB atteint ses bornes. Maintenant, elle atteint son minimum et elle atteint son maximum. Alors, si le maximum de phi' dans AB il est strictement inférieur à 1, ça voudrait dire que la fonction phi, elle est contractante. Ça voudrait dire qu'il existe un cas. Au fait, le cas, c'est ce maximum lui-même. Hein? C'est ce maximum lui-même. Il existe un cas est égal à maximum phi' tel que phi x moins phi de y est inférieur ou égal à k x moins y. C'est-à-dire, elle est contractante si et seulement si le maximum de phi' est inférieur à 1. Je calcule le maximum. Si je le trouve inférieur à 1, elle est contractante et la constante, c'est ce maximum. Si je le trouve supérieur à 1, elle n'est pas contractante. Est-ce que c'est clair l'explication de la deuxième remarque? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui. Maintenant, cette deuxième remarque, aussi, j'ai l'habitude de la donner en devoir. Pourquoi je vous la donne en devoir? Je vous la donne en devoir pour que vous puissiez voir comment ça se passe, d'où elle découle, d'où elle vient d'où ils ont ramené ce résultat. Eh bien, sachez qu'ils le ramènent d'un théorème. Là, sur le champ, je ne peux pas vous donner. Mais je vais vous donner un exemple, juste en énonçant le théorème, je vous donne un exemple. D'accord? Juste après le théorème, je vous donne un exemple. On va annuler la démonstration du théorème. D'accord? Maintenant, d'où vient ce résultat-là? D'où vient ce résultat? Alors, d'où on l'a ramené? Au fait, ce résultat, il vient d'un théorème que vous connaissez. C'est le théorème des accroissements finis. Il vient du théorème des accroissements finis. Essayez d'appliquer le théorème des accroissements finis sur xy appartenant à AB, tel que le maximum de phi' inférieur à 1, et vous allez voir que la fonction va être contractante. Vous allez voir que la fonction va être contractante, c'est-à-dire qu'elle va vous vérifier la condition de tout à l'heure. Quel que soit xy dans AB,
phi de x moins phi de y inférieur au fait à ce maximum fois x moins y. Donc, essayez de faire cette remarque. Maintenant, pour la demande de votre camarade en ce qui concerne l'exemple, je vais juste vous énoncer le théorème. Je reviens à l'exemple que je vous ai préparé. Ensuite, on revient à la démonstration du théorème. D'accord? Donc, que dit le théorème? Il dit la chose suivante. Si je prends une fonction définie sur AB, telle que la fonction elle est stable et elle est contractante sur AB, c'est-à-dire que si elle me vérifie les conditions de tout à l'heure, si elle me vérifie les conditions de tout à l'heure, la stabilité, ça voudrait dire quel que soit x dans AB, phi de x appartient à AB. D'autre part, que le maximum de phi prime est inférieur à 1, on verra, on va surtout appliquer ça, ou bien que phi de x moins phi de y en valeur absolue inférieur ou égal à k x moins y, avec k strictement inférieur à 1, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir qu'elle admet un unique point fixe alpha dans AB, tel que phi alpha est égal à alpha. Donc, si la fonction choisie est une fonction qui est stable, c'est une fonction qui est contractante, alors on aura pour résultat qu'elle va admettre un unique point fixe. De plus, la chose la plus intéressante, c'est que la suite itérative x0 dans AB et xn plus 1 est égal phi de xn va converger vers alpha. Donc, au fait, la suite qu'on a construite tout à l'heure va être une suite convergente. Et vers le point fixe, évidemment. Et de plus, nous aurons l'inégalité xn moins alpha qui est inférieur ou égal à k puissance n x0 moins alpha et xn moins alpha inférieur ou égal à k puissance n 1 moins k x0 moins x1 ou bien x1 moins x0. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ce théorème? Il est en train de dire que parmi les choix qu'on peut faire en transformant phi de x est égal à 0, f de x est égal à 0, en phi de x est égal à x, les choix, les sûrs qui sont judicieux, c'est-à-dire qui vont me donner une suite convergente, c'est lorsque je choisis phi qui est stable et je la choisis contractante pour que ma suite soit sûrement convergente. Maintenant, il faut faire attention à quelque chose. Si la fonction phi n'est pas stable ou n'est pas contractante, cela ne prouve pas que la suite est divergente. Faites très, très attention. Cela ne prouve pas que la suite est divergente. C'est des conditions suffisantes. Elles ne sont pas nécessaires. C'est des conditions suffisantes qui ne sont pas nécessaires. Ça veut dire, si ma fonction, elle est stable, elle est contractante, tant mieux pour moi. La suite que je vais construire, elle est forcément convergente vers alpha. Et de plus, j'ai même les formules des erreurs. Maintenant, si je ne peux pas appliquer le théorème du point fixe, ça ne veut pas dire pour autant que la suite que j'ai construite est divergente. Ça ne veut absolument rien dire. Elle peut être convergente sans que je le sache. D'accord? Par contre, il y aura un autre théorème, qui est le théorème d'Ostrovsky, qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il y aura convergence et quand est-ce qu'il n'y aura pas. On va l'énoncer plus tard. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non? Je peux continuer? D'accord. D'accord. Donc, je vais continuer. Au lieu d'enchaîner avec la preuve, ce que j'allais faire, bon, là, c'est juste une figure où je vous ai montré je suis en train de vous montrer, c'est des exemples, hein, c'est des exemples, comment construire. Donc, supposez que vous avez, ça, c'est la fonction, ça, c'est la fonction phi, hein, c'est pas la fonction f, je me suis trompée. Ça, c'est la fonction phi. Donc, supposez que là, vous ayez la première bisectrice. Donc, graphiquement, chercher phi de x est égal à x revient à chercher l'intersection de la première bisectrice avec
avec le graphe de la fonction, n'est-ce pas? Ça revient à chercher l'intersection de la première bissectrice avec le graphe de la fonction. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai supposé que phi prime, il est entre 0 et 1. C'est-à-dire que phi prime, s'il est entre 0 et 1, ça voudrait dire que le maximum de phi prime, il est inférieur à 1, il est positif. Il est inférieur à 1, il est positif. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la suite qu'on est en train de, la suite de x0 quelconque, bien sûr, dans AB, on va être x1 est égal phi de x0. Comment je fais? Je calcule le phi, je le projette sur l'axe y est égal à x. Ensuite, je le projette sur les abscisses. J'obtiens x1. Ensuite, de même, je prends x1 et je regarde l'image x1, ça va être son image, ça va être x2. De même, je fais encore la même chose. Je projette x2 sur l'axe y est égal à x. Je projette ensuite sur l'axe OX et je regarde phi de x2 qui sera x3. Ainsi de suite. Là, c'est juste pour vous apprendre comment construire la suite. Alors là, on remarque que, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la suite, elle est convergente et qu'elle va converger vers le point d'intersection. Vous remarquez, la convergence, la suite, elle est comment? Allez-y. Allez-y. Je ne vous entends pas, Hanan. Je ne vous entends pas, malheureusement. Je ne vous entends pas. Je crois qu'elle voulait poser une question, malheureusement. Je pense qu'elle voulait poser une question. Est-ce que c'est clair ce que les deux graphes? Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce que vous avez compris comment on les a construits? Oui, madame. Non, non, regardez. Il y a là une petite erreur. Ça, c'est pas F, hein, c'est phi, hein, c'est phi. Oui. Dans le dessin, c'est phi. Regardez. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux trouver ce point d'intersection. Ce point-là. C'est le point de l'intersection de la fonction phi avec y est égal à x. Ça va être le point fixe. Allez-y, allez-y, Aldo. Vous voulez me poser une question? Allez-y. Non, madame. D'accord. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi ce graphe. Donc, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le point fixe de phi. Je cherche le point fixe de phi. Donc, ce point fixe, qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être l'intersection entre la droite, la première bissectrice, la droite y est égale à x et y est égal phi de x. Parce que je cherche l'élément phi de x est égal à x. D'accord? Je cherche cet élément. Alors, ici, j'essaie de construire la suite dont je vous parlais tout à l'heure. J'essaie de la construire. Dans ce cas-là, dans ce dessin-là, j'ai que phi est stable. Maintenant, regardez, phi de AB reste contenu dans AB. J'ai l'autre condition dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que phi prime de x, il est entre 0 et strictement inférieur à 1. Autrement dit, le maximum de phi prime, il est strictement inférieur à 1. D'après le résultat qu'on vient de dire de la remarque 2, cela prouve que la fonction, elle est contractante. Donc, la fonction phi là que je choisis dans le graphe vérifie deux conditions. D'abord, elle est stable et le maximum de phi prime, il est strictement inférieur à 1. Il est positif et inférieur à 1. Voilà comment on l'a choisi. Alors, on essaye maintenant de construire la suite. Comment construire la suite? x1, c'est quoi? x1, c'est phi de x0, n'est-ce pas? x1, c'est phi de x0. Comment trouver x1? Je prends x0 quelconque dans AB. Je prends x0, le voilà. Vous voyez la souris? Vous arrivez à voir la souris ou vous ne voyez que le document? Si, madame, on voit la souris. Ah, tant mieux, regardez. Ça, c'est x0. C'est un élément quelconque dans AB. Je vais calculer x1. C'est quoi x1? C'est phi de x0. Donc, je regarde son image sur le graphe. Ah, c'est ça, c'est phi de x1. Vous êtes en train de voir. Donc, l'image de x0, c'est x1 est égal phi de x0. Le premier itéré, c'est x1, rappelez-vous. Le premier itéré, c'est x1 est égal phi de x0. C'est celui-là.
Mais je ne vais pas le garder ici. Je dois le trouver dans l'axe OX pour que je puisse lui appliquer phi encore une fois pour trouver x2. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le projette, regardez, l'image x1, elle est là. Je la projette sur y qui est égal à x. Je la projette sur la droite. Une fois que je l'ai projetée sur la droite, je la projette sur l'axe des x. Là, je sais que ça, c'est x1. Je sais que ça, c'est x1. Pourquoi? Parce que cette droite, c'est quoi la droite? C'est y est égal à x. C'est la droite, celle qui est en vert. Regardez, la droite qui est en vert. C'est la droite y est égal à x. Donc, une fois que j'ai le x1, je le projette sur la droite pour le mettre en abscisse, c'est-à-dire pour le mettre encore une fois sur l'axe OX. Une fois que je l'ai mise sur l'axe OX, je dois calculer x2. Comment calculer x2? x2, c'est quoi? C'est phi de x1. Donc, c'est l'image de x1. Je prends x1 sur le graphe, regardez, je le prends sur le graphe et je regarde son image. Son image, c'est quoi? C'est x2. C'est x2. Le deuxième élément de la suite. D'accord? C'est x2 est égal phi de x1. Le voilà. C'est x2 est égal phi de x1. Phi, je le tire du graphe. Ensuite, pour encore le projeter lui aussi sur l'axe des x, qu'est-ce que je fais? Je le projette d'abord sur y est égal à x. Ensuite, à partir de y est égal à x, je le projette sur OX pour obtenir le x2 comme étant une abscisse. Je refais la même chose. Le x3, c'est quoi? C'est l'image de x2. Ainsi de suite. Regardez, j'ai construit jusqu'à la 5e itération avec cette manière, de manière graphique. Je le fais de manière graphique, sans calculer Je ne suis pas en train de calculer. Ça, je prends un x0 quelconque, je vois son image sur le graphe, c'est x1, mais je dois le projeter sur l'axe. Donc, je le projette d'abord sur la droite y qui est égale à x, on met sur l'axe. J'ai déjà l'image terreau et je refais la même chose. C'est clair comment on a dessiné le graphe? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, ça y est, c'est clair. Donc voilà, on a dessiné le graphe. Qu'est-ce qu'on remarque? Regardez. La racine, où on arrive? La racine, c'est ça. Plutôt le point fixe, excusez-moi. Le point fixe, c'est ça. Moi, je cherche phi x égale à x. Pour le trouver graphiquement, c'est je dessine le graphe de phi. En fait, je trace la droite y est égale à x et je regarde les intersections. L'intersection ici, c'est ça la racine. C'est ça mon point fixe. C'est ça ce que je cherche à trouver. Qu'est-ce que je remarque? Que la suite, x0, x1, x2, elle est en train de faire quoi? Elle est en train d'être croissante. Elle est croissante, elle devient de plus en plus grande. Regardez sur l'axe des x. Elle devient de plus en plus grande et elle est en train d'approcher au fur et à mesure, elle est en train d'approcher le point fixe que je cherche. Donc, elle est croissante en approchant le point fixe. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes en train de voir ça sur le graphe? Regardez, x0, x1, x2, x3, et regardez où est-ce qu'elle est, la racine, elle est là. Elle est en train de l'approcher. Elle est en train de l'approcher. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, si vous voulez dessiner la suite. Là, on l'a choisi phi' de telle sorte à ce qu'il soit positif et inférieur à 1. Maintenant, on prend un autre exemple. On choisit toujours une fonction stable qui est phi. Là, c'est phi, hein, c'est toujours f. On prend une fonction stable qui est phi. Ensuite, on prend phi' entre moins 1 et 0. Bien sûr, le fait que phi', il est strictement entre moins 1 et 0, ça voudrait dire que le maximum en valeur absolue, il est strictement inférieur à 1. Parce qu'il est atteint. Il est strictement inférieur à 1. Phi' n'atteint jamais moins 1. Comme ici, phi' n'a jamais atteint 1. Elle est strictement inférieure à 1. Donc, son maximum, il est lui aussi inférieur à 1. De même, ici, le maximum, il est inférieur à 1, en valeur absolue. Hein, en valeur absolue. Rappelez-vous, on travaille avec la valeur absolue. Donc, en valeur absolue, il est strictement inférieur à 1. Puisqu'en valeur absolue, il est strictement inférieur à 1, d'après la remarque 2 de tout à l'heure, ça prouve que la fonction qu'on a choisie, elle est contractante.
Regardez dans ce cas-là, on fait de même. On prend un x0 quelconque, on regarde son image, la voilà, x1, on la projette sur l'axe sur la bisectrice y est égale à x, et ensuite on projette sur l'axe OX. On obtient x1. De même, pour x1, on regarde c'est quoi son image sur le graphe, la voilà, c'est x2, on projette, on fait le même travail. On projette x2 sur l'axe des x et sur la bisectrice y est égale x, ensuite sur l'axe des x, ainsi de suite. Regardez, on a aussi dessiné les itérés, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Regardez, ça c'est le point d'intersection, n'est-ce pas? C'est ça ce que je cherche, c'est ça ma racine. C'est ce qui se trouve ici. Qu'est-ce que vous remarquez pour cette suite? Est-ce qu'elle est croissante? D'abord, est-ce qu'elle s'approche de la racine, du point fixe? Est-ce qu'elle s'approche? Est-ce qu'elle s'approche de ce... Oui, vous voyez qu'elle est en train de s'approcher. Mais est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante? Elle n'est ni croissante ni décroissante. Parfois, elle approche. Voilà, elle n'est ni croissante ni décroissante. Très bien. Ça voudrait dire qu'elle est alternée. Parfois, elle approche avec des valeurs plus petites qu'elle. Parfois, elle approche avec des valeurs plus grandes qu'elle. Remarquez, x0, il est là. x1, il est plus grand qu'elle. x2, il est plus petit qu'elle. x3, il est plus grand qu'elle. Ainsi de suite. Mais ça n'empêche que ça converge. Mais ça n'empêche que ça va converger vers cette racine. Elle n'est ni croissante ni décroissante et pourtant, elle va converger vers le point fixe. Voilà. Vous avez compris le principe du théorème grâce au graphe? Est-ce que vous avez un petit peu compris le principe? D'accord. Donc maintenant, au lieu de vous faire la preuve, j'allais directement faire la preuve. Mais à la demande de votre camarade, je ne fais pas la preuve. Je vais aller vers l'exemple. Je préfère aller vers l'exemple. Je reviens une seconde. Voilà. Voilà, un exemple. Regardez l'exemple. Hein. Regardez juste en dessous. Ne regardez pas les démonstrations. On les pas plus. Regardez dans l'exemple. On considère le problème suivant. On veut calculer la racine n appartenant à 0pi de quelle fonction? De la fonction n plus n demi sinus n est égale à 1. Donc, au fait, on veut calculer la racine de cette équation. Quand je dis racine d'une équation, c'est-à-dire la solution de l'équation. Ce n'est pas forcément la racine d'une fonction, c'est la racine d'une équation. Donc, je cherche L tel que n plus n demi sinus n est égal à R. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voudrais faire? Je vais lui associer une méthode du point fixe. La méthode du point fixe que je vais prendre, c'est g de x est égal à 1 plus n demi sinus x est égal à 1 plus n demi sinus x. Je ne sais pas quelle heure il est. Je crois que je dois arrêter parce que je vous ai assez enseigné. Est-ce que je peux terminer l'exemple et j'arrête ou je voulais que je fasse l'exemple tout à l'heure? Est-ce que vous êtes fatigué? Là, j'ai beaucoup travaillé. J'ai dépassé 9h30, je crois. Je ne sais pas quelle heure il est. Alors, je sors d'ici une seconde. Oui, j'ai dépassé 9h30. Donc, on fera l'exemple. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? J'arrête le partage. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait? Oui, je vous en prie. De toute façon, je fais un enregistrement. Hein. Là, je suis en train de faire un enregistrement. n plus 1 est égal à 1n. Non, jamais. n plus 1 n'est pas égal à 1n. Pourquoi elle serait égale à 1n? Allez-y, parlez-moi. Parlez-moi, je vous comprendrai mieux si vous me parlez.
Allez-y, Saoud, vous pouvez me parler, allez-y. Oui, je vais vous envoyer l'enregistrement. Hein. AN plus 1 est égal à AN dans le premier théorème. Ah oui, parce que là, on était en train de partager. On était en train de faire de la dichotomie. On était en train de partager. Dans le premier théorème. Donc, on était en train de partager maintenant. Attendez, suivez-moi sur le tableau, d'accord? Vous êtes là? Vous êtes là, Saoud? Oui? Donc, suivez-moi sur le tableau. Regardez. J'ai, comme ça, un intervalle AB. Au départ, en colo, j'ai un intervalle A0, B0. Je sais que la racine, je sais qu'il y a une fonction, par exemple, comme ça. Je sais que la racine, elle est quelque part ici. D'accord? Je sais que la racine, elle est quelque part ici, pardon. Elle est là quelque part. Alors, qu'est-ce que je fais? Je partage l'intervalle en deux. Maintenant, je prends x0 égale A0 plus B0 sur 2. C'est la dichotomie. D'accord? Je partage l'intervalle sur 2. Une fois que je l'ai partagé, ou bien la racine, elle est là, ou bien elle est là. Dans mon cas, elle est là. Ça voudrait dire le nouvel intervalle que je vais avoir, c'est A1, B1. Tel que A1, c'est quoi? A1, c'est A0. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez AN est égal, AN plus 1 est égal à AN. Donc, dans mon cas-là, A1 est égal à 0. Et B1 est égal x0. C'est-à-dire, le nouvel intervalle que je vais prendre, c'est celui-là, en fait, compte. Je vais prendre celui-là. Si je prends une autre couleur, je vais prendre celui-là. Pardon. Je ne sais pas si je n'arrive pas à le travailler comme je veux. Hein. Je vais prendre cet intervalle-là. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'à un moment, c'est clair, c'est pour ça qu'à un moment donné, le AN plus 1 devient AN. Mais parfois, non. Parfois, AN plus 1, c'est plutôt XN, si je vais de l'autre côté. D'accord. Donc, si vous avez bien compris, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais quitter la réunion et je vais vous envoyer à votre délégué, à vos délégués, je vais vous leur envoyer tout de suite l'enregistrement. D'accord? On se voit tout à l'heure, à 1h, Inch'Allah. On se voit à 1h. D'accord? D'accord, merci, madame.